Dans cette vidéo, nous poursuivons avec le modèle 3D du crâne. Ce qu'on va faire, c'est de modifier la grosseur de chacune des facettes en fonction des fréquences de la musique et on fera aussi pivoter le crâne sur lui-même. Donc, ça nous prend notre pièce musicale. On va utiliser celle qu'on a déjà utilisée par le passé. Évidemment, je l'ai déjà placée dans le sous-dossier audio du projet. Il suffit qu'à la glisser, déposer dans notre projet pour pouvoir l'utiliser. On va se faire un peu de place parce qu'on va avoir un réseau un petit peu plus gros qu'à l'habitude. Donc, je vais le mettre peut-être dans ce coin-ci. Ceux-là, on n'en a plus besoin pour l'instant. Comme on souhaite analyser l'audio, on va aller encore une fois chercher notre analyseur audio donc dans les composants personnalisés. Et évidemment, on va brancher tout ça. Maintenant, je vais aussi ajouter un audio device out pour qu'on puisse, au besoin, écouter la musique, que je vais m'empresser d'ignorer pour l'instant. Ensuite, je ferme la palette. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est de contrôler la taille donc, des facettes à partir des fréquences médium, donc à peu près les fréquences de la caisse claire dans la pièce musicale. Donc, pour aller chercher ces fréquences-là, comme on a fait auparavant, j'utilise un Select et je vais tout simplement choisir mes fréquences médium. Maintenant, comme on a pris l'habitude, on va mettre ou bien un nul ou bien un select en bout de ligne parce qu'on va exporter cette valeur-là pour aller contrôler la taille des facettes, comme je vous le disais tantôt. Donc, dans mon cas, je vais utiliser un autre select, mais qui servira cette fois-ci de point d'exportation. Donc, je vais le mettre en rouge. Profitons-en, tiens, pour rapidement renommer certains éléments. Donc ici, ce qu'on fait, c'est une sélection du canal médium. Et ici, ce qu'on fait, ma foi, c'est, dans le fond, d'exporter une taille pour la taille des facettes. Donc peut-être, ça va être pour l'échelle, en fait, des facettes, la taille, le scale. Puis appelons ça facette. Donc, échelle facette. Et on va donc partir de cette donnée-là pour contrôler chacune des facettes du modèle. Maintenant, comment est-ce qu'on a accès aux facettes? Ça va nous prendre un nouvel opérateur qui est l'opérateur primitive. Et on va aller l'ajouter donc à la fin de notre séquence de SOP. Donc, comme on a on va avoir en fait deux réseaux principaux, un qui concerne essentiellement la 3D, le calcul et l'affichage, puis l'autre qui va concerner le traitement des données. Je vais fractionner l'écran en deux. Donc, ça me permettra de pouvoir accéder aux données des deux côtés. Donc ici, je vais aller en fait dans mon composant USD, retrouver les surfaces. Et si vous vous souvenez, on avait fusionné nos deux surfaces et ajouté un SOP de type texture pour corriger la petite erreur qu'on avait. Donc, à cet endroit-ci, j'aimerais faire une opération qui me permet donc de contrôler la taille des surfaces. Et je vais pouvoir faire ça en ajoutant un SOP de type primitive. Donc, l'idée du primitive, c'est de pouvoir accéder aux composantes primitives d'un modèle. Dans notre cas, toutes les facettes. Donc, on va ouvrir les paramètres pour notre objet primitive. Et si on vient voir dans la section Transform, on peut activer des transformations. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va activer les transformations. Et dans notre cas, ce qu'on va vouloir modifier, c'est l'échelle. Et dans ce cas-ci, ça sera l'échelle de chaque portion primitive, autrement dit, de chaque facette de notre modèle. Donc, si on regarde rapidement ce que ça peut donner, puis que je modifie en fait rapidement pour vous montrer. Donc, vous voyez que en rapetissant, les facettes elles-mêmes se trouvent à bouger. Donc, je voudrais que ce mouvement-là se fasse en fonction de
des fréquences médium. Et je me suis créé, comme on l'a dit tantôt, un point d'exportation ici. Donc, ce que je veux, c'est contrôler la taille de l'échelle ici en fonction de cette valeur-là. Donc, comme d'habitude, je peux tout simplement sélectionner mon canal et l'apporter à cet endroit-ci, donc dans Rotate. Et je veux que ça... excusez-moi, pas Rotate, dans Scale, avec une référence. Donc, si je me permets d'ouvrir 2 instants pour voir ce qui se passe ici, on a une syntaxe qui est peut-être moins familière pour vous. On va la regarder rapidement. Elle a été faite automatiquement pour nous, donc à la rigueur, c'est pas très grave si on ne comprend pas le détail, mais je pense que c'est quand même intéressant de prendre 2 secondes pour comprendre. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, lorsque on a glissé-déposé, la fonction parent a été créée, et en parenthèse, on retrouve un 3. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on remonte, pas seulement aux parents directs, mais on remonte 3 niveaux plus haut. Et de cet endroit-là, on va appeler la fonction up, donc qui nous permet d'aller chercher un opérateur. Et comme on faisait habituellement, on vient passer en paramètre l'opérateur qu'on souhaite récupérer. Donc, dans ce cas-ci, notre opérateur s'appelait sélection échelle facette. Ben, c'est effectivement le nom qu'on retrouve. Et dans cet opérateur-là, il y a un canal qui nous intéresse. Donc, entre crochets, on aura le nom du canal, c'est-à-dire médium. Donc, vous voyez que même si on est dans des branches différentes d'un projet, on est toujours capable d'aller récupérer des informations. La seule difficulté, si on veut, c'est que le chemin est peut-être un petit peu plus compliqué à exprimer. Mais dans ce cas-ci, c'était plutôt facile parce que, essentiellement, ça a été fait pour nous. Au passage, sachez qu'on aurait pu aussi le faire d'une façon différente, c'est-à-dire que l'opérateur, la fonction opérateur, elle accepte aussi comme paramètre des chemins relatifs. Donc, j'aurais pu décider de lui dire remonte une fois, remonte 2 fois et donne-moi celui qui s'appelle sélection échelle facette. Donc, ça, c'est l'équivalent. Personnellement, j'ai tendance à plus utiliser cette syntaxe-là, mais quand on fait un glisser-déposer, il nous donne la syntaxe avec le parent. Donc, si je copie-colle cette chose-là, ben, vous allez voir qu'il n'y a absolument aucune différence de résultat. Ça nous donne la même valeur. Bon, en faisant ça, vous avez pu voir que nos facettes ont changé. D'ailleurs, je vais les afficher en arrière-plan pour qu'on puisse... Est-ce qu'on peut les afficher? Non, on ne pourra pas les afficher dans ce cas-là. On va revenir de ce côté-ci pour voir l'état du résultat. Pas très convaincant. Pourquoi est-ce qu'il y a un mouvement ici puis il ne semble rien y avoir là? Ben, c'est pour la même raison que tantôt. C'est-à-dire qu'on va vouloir cette fois-ci désactiver le rendu de ce point-là pour l'activer ici, tout simplement. Et là, on peut voir qu'il se passe quelque chose. Donc, les facettes bougent, mais ils semblent être beaucoup trop petites. Donc, probablement que l'échelle, d'ailleurs, si on regarde ici, on voit qu'on est à 0.01 ou 2. Donc, c'est beaucoup trop petit. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Ben, on fait comme on a fait plusieurs fois, c'est-à-dire qu'on va transformer à l'aide d'un objet mat la grandeur, si on veut, des valeurs. Donc, je reviens du côté de mon échelle et je vais venir insérer tout simplement avant le point d'exportation un opérateur mat qui va nous permettre de modifier les valeurs. Et ce qu'on peut peut-être faire dans ce cas-ci, c'est revenir et avoir de ce côté-là notre rendu visuel. Donc, je vais l'afficher en arrière-plan ici. On va masquer les paramètres. Et donc, on voit un petit peu, pas très bien, mais on voit qu'il y a quelque chose qui se passe là. Donc, pour l'ajuster, qu'est-ce qu'on fait? Ben, il faut avoir une idée des données avec lesquelles on travaille. Donc, moi, comme je vous ai proposé souvent, j'ai tendance à venir ajouter un trail et à regarder tout simplement le type de valeur dont on dispose. Donc, dans ce cas-ci, les valeurs semblent être entre 0 et 0.04. Donc, vraiment quelque chose de très petit. Le maximum est un peu en haut de 0.04. Peut-être qu'on peut prendre 0.06 qui semble être largement confortable. Donc, dans mon mat, qu'est-ce que je peux faire? Ben, on va modifier le range comme on l'a fait plusieurs fois. Donc, en entrée, on a des valeurs entre 0 et à peu près 0.06. Et donc, déjà en modifiant ça, puis en le reportant entre 0 et 1, on a un résultat qui est un peu plus convaincant.
Maintenant, peut-être qu'on aimerait mieux un mouvement un peu plus subtil pour qu'on puisse bien voir le crâne même lorsqu'il y a du mouvement. Je propose qu'on utilise peut-être un 0.75 à 1, là, quelque chose comme ça. Donc, vous voyez un peu l'idée, c'est-à-dire qu'avec la caisse claire, les facettes bougent. On peut l'écouter d'ailleurs si on veut s'en convaincre. Je vais réactiver la lecture audio qui est ici. Donc, on voit qu'il y a effectivement un mouvement qui suit la caisse claire. Donc, excellent. Maintenant, pour qu'on puisse bien apprécier le modèle, on va le faire tourner en fait. Et comme on dispose dans notre analyseur audio d'une propriété position qui nous dit où est rendue la tête de lecture au fil du fichier, si on veut, ben on va utiliser cette position-là pour contrôler la relation, tout simplement. Donc, comme on a fait tantôt, on va venir ici ajouter un nouveau select. Cette fois-ci, on va récupérer le canal position. Et la position, évidemment, comme souvent, elle est exprimée entre 0 et 1. Dans notre cas, comme on veut faire tourner, pivoter la tête, ben, on va avoir besoin de 360 degrés. Donc, on va encore une fois utiliser un mat et prendre les données qui sont entre 0 et 1 pour les reporter entre 0 et 360. Donc là, on a des données qui vont nous permettre de faire pivoter le crâne. Maintenant, où est-ce qu'on peut faire pivoter le crâne? Ben, on pourrait le faire à différents endroits. On a vu tantôt que sur le composant principal ou sur un des nuls parents, on va pouvoir le faire. Donc, supposons que dans ce cas-ci, on le fasse directement sur le composant principal. Je vais garder seulement ce panneau-là, vu qu'il y a beaucoup de choses à l'écran. Et on va aller donc appliquer la transformation directement sur le composant USD crâne. Évidemment, avant de faire ça, parce qu'on veut bien travailler, on va encore une fois se créer un point d'exportation. Donc, je vais ajouter encore une fois, un select. Cette fois-ci qui nous sert de point d'exportation, donc je vais le mettre en rouge pour référence. Et l'idée de ce select-là, c'est vraiment d'exporter la position pour fin de rotation du crâne. Donc peut-être qu'on peut l'appeler quelque chose dans ce genre-là. Select rotation crâne, peut-être. Oups. Comme ça. Et donc cette fois-ci, ce que je souhaite faire, c'est bel et bien prendre ma position et l'assigner à la rotation. Dans ce cas-ci, c'est sur quel axe? Est-ce que c'est sur les Y? Je crois que c'est sur les Y. On va l'essayer. Ouais, c'est ça. Donc, la rotation se fait autour de l'axe des Y. Et si on regarde le lien, encore une fois, ça ressemble à ce qu'on connaît, c'est-à-dire qu'on est allé chercher l'opérateur Select Rotation Crâne, c'est-à-dire celui-ci, et à l'intérieur de celui-là, on est allé chercher le canal Position, tout simplement. Donc voilà, comme vous avez vu, c'était relativement facile de changer la grosseur des facettes en fonction des fréquences, puisqu'on avait déjà préparé un analyseur audio. Dans la prochaine vidéo, on continue à triturer, à manipuler le crâne en fonction de ce qui se passe toujours à l'audio.